Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous présenter Tinctura et nos produits, nos molécules actives et leurs intérêts pour la pratique sportive. On va avoir seulement 2 extraits, je ne vous fais pas tout le règne des algues qui existent. On verra donc une petite introduction. Les besoins spécifiques des sportifs, on a déjà pas mal abordé la question ce matin, donc on ira très rapidement et je ferai surtout un focus sur les micronutriments. La composition des algues et microalgues et leur potentiel, effectivement. Nous, ce qu'on fait chez Tinctura, donc la partie extraction des molécules actives d'intérêt, et puis comment on utilise ces extraits dans la formulation notamment de compléments alimentaires, mais aussi de boissons fonctionnelles pour la nutrition sportive, entre autres. Et puis on conclura. Donc pour présenter Tinctura, c'est une entreprise qui a été fondée en 2018, qui est basée à Ploudaniel, donc à une vingtaine de minutes de Brest, avec une dizaine de salariés. Notre but, en fait, c'est de rendre accessible à tous les molécules d'intérêt qui sont contenues dans les microalgues, les algues et les végétaux. Historiquement, c'est autour de la spiruline que s'est créée l'entreprise, mais maintenant on traite un certain nombre d'algues et de végétaux en plus. On développe des nutriments et des actifs naturels, que ce soit pour la nutraceutique ou pour l'agroalimentaire, et également pour la nutrition animale. On a une gamme marine, donc tout ce qui va être effectivement issu d'algues, et puis une gamme végétale pour les plantes et végétaux qu'on utilise. On a la particularité de procéder à une extraction sans solvant. Donc il y a bien un solvant, mais qui est l'eau, et à froid. Donc on n'a aucun traitement thermique sur toute la ligne d'extraction et de conditionnement. Et ce qui nous permet de n'avoir aucun traitement thermique pour la conservation notamment des compléments alimentaires ou des ingrédients, c'est qu'on est en conditionnement aseptique. Donc on a une salle blanche qui est géré en flux ISO 5. Pour vous donner une petite idée, le flux ISO 5, c'est 2 niveaux supérieurs à une salle d'opération chirurgicale qui est en flux ISO 7. Donc on a un niveau de stérilité très poussé. Et qui dit conditionnement aseptique, dit qu'on n'utilise pas non plus de conservateurs dans nos produits. Donc dans une mouvance en fait d'innovation, de clean label et d'avoir vraiment que les molécules actives pour leurs bienfaits. Donc voilà, créé en 2018, mais avec un début de commercialisation la veille du confinement, il y a 3 ans. Des débuts effectivement un peu chaotiques, comme toute entreprise qui a connu cette période-là. 2 ans de R&D en fait, de 2018 à 2020, pour pouvoir effectivement gérer à la fois la partie extraction et sur des capacités industrielles. Et non pas, on n'a pas voulu passer du labo et faire un scale-up qui est parfois, comme on visitait la halle, parfois chaotique aussi. On est parti directement d'outils industriels qu'on a modifiés pour pouvoir avoir effectivement les capacités d'extraction assez importantes. On a 4 pôles stratégiques dans l'entreprise, un pôle production, un pôle qualité, un pôle R&D et un pôle commerce. Et donc on est 10. Et puis on se positionne donc nutraceutique, agroalimentaire et nutrition animale. On a une capacité de production de 2 mètres cubes d'extrait de liquide par jour. On peut conditionner jusqu'à 35 000 ampoules par heure. Donc ce sont des ampoules buvables pour la Nutra. Un petit laboratoire R&D, mais il a le mérite d'être là. Un site de production de 450 mètres carrés et plus de 15 équipements de technologie. Et dans ce petit laboratoire R&D, on a aussi tout le nécessaire pour, niveau R&D, reproduire effectivement le process industriel à l'échelle labo, mais aussi toute la partie analytique, spectro, HPLC, pour pouvoir caractériser en fait les molécules d'intérêt qu'on va effectivement mettre en avant et s'assurer de leur présence et de leur stabilité dans le temps également. Par rapport à ce qui nous amène aujourd'hui, donc sur la nutrition du sportif, quelques rappels de ce qui a pu être dit ce matin ou de vos connaissances. Donc avec un focus sur les micronutriments. Donc les micronutriments sont les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Ils sont en très faible quantité dans l'organisme, mais ils sont indispensables à de nombreuses fonctions physiologiques,
comme la contraction musculaire, la transmission nerveuse ou encore la réparation des tissus lésés, comme on a pu le voir ce matin. Donc, ils participent activement aux réactions enzymatiques et les micronutriments sont très peu disponibles à l'état libre en fait dans notre organisme. Donc c'est pour ça que il faut bien les apporter, majoritairement par une alimentation variée et équilibrée. Effectivement, que ça soit nous, tout un chacun, ou les sportifs, dans le cadre d'une alimentation équilibrée et variée, la complémentation n'est pas nécessaire. Par contre, elle peut devenir intéressante, pour aborder un peu ce marché des compléments alimentaires, elle peut devenir intéressante dans le cadre de compétition, et notamment pour les sports qui vont être régis par des normes de poids, parce que souvent il y a des déséquilibres qui se font pour que les sportifs puissent rentrer dans certaines catégories de poids. Alors comme on en a parlé, plutôt en anorexie ou plutôt en prise de masse, là on a des déséquilibres effectivement du régime alimentaire et ça peut valoir le coup d'apporter du coup des compléments au niveau des micronutriments. Principale particularité, on a des pertes spécifiques dues à la pratique sportive, donc zinc, chrome, cuivre, sodium, calcium, fer notamment. On a des besoins accrus en magnésium également. On l'a vu aussi par rapport au phénomène d'apporter des bases pour contrer l'acidité émise par le corps. Le rôle du chrome aussi dans le métabolisme des glucides qui vient réguler la glycémie. Toutes les vitamines hydrosolubles du groupe B sont très importantes également. Et puis tout ce qui va être piégeur de radicaux libres pour lutter contre le stress antioxydant, notamment, on l'a vu aussi, vitamine A, C, E et tout ce qui va être de la famille des polyphénols également. Donc pour aborder effectivement l'extraction des algues et microalgues, il fallait que je fasse un petit point sur ce que sont ces merveille de la nature, comme l'a si bien dit le projet Alctonic ce matin. Donc on va diviser en deux parties, les macroalgues et puis les microalgues ensuite, parce que c'est très différent. Donc les macroalgues, c'est des organismes caryotes autotrophes du règne végétal. Il n'y a pas de racines, pas de tiges, pas de feuilles. C'est la différence avec les plantes ou les plantes même aquatiques. Et elles sont fixées au fond de l'eau par un thalle. Ce sont des organismes photosynthétiques, contiennent de la chlorophylle notamment, mais aussi d'autres pigments. On va voir aussi les autres pigments et leur intérêt. Et leur croissance se fait majoritairement en milieu aquatique, mais certaines espèces ont la capacité de se développer aussi sur le sol, à même des troncs d'arbres ou autres. Il y a 3 lignées différentes. Je vous ai mis des applications agroalimentaires, mais il y a effectivement d'autres applications aussi hors agroalimentaire, notamment des personnes, une entreprise qui fait de la peinture à base d'algues aussi. Donc il y a beaucoup d'autres applications. Mais il y a 3 lignées différentes. Les algues brunes qui vont conduire à la production d'alginate notamment, les algues rouges qui vont conduire à la production de carragénane et d'agar-agar, et les algues vertes où on va effectivement nous aller chercher des molécules actives. Je prends l'exemple de la laitue de mer, donc l'ulve. C'est une prolifération principalement due au nitrate des cultures et vous devez connaître effectivement les scandales et les soucis que ça pose avec les fameuses marées vertes. Donc elle est souvent vue effectivement comme un nuisible à cause aussi du coup de l'envahissement, mais aussi de la décomposition qui va entraîner pas mal de dégagement de méthane et d'hydrogène sulfuré. Donc je vous passe les odeurs aussi. Et par contre, c'est aussi la première espèce consommée en Europe comme légume ou condiment. Elle est riche en magnésium, donc elle possède 2780 mg de magnésium pour 100 g de laitue de mer en déshydraté. Et je vous ai mis une petite équivalence pour information, donc 105 g de laitue fraîche ou 13,5 g de laitue sèche, ça apporte 100% des AGR en magnésium. Donc c'est un produit effectivement très intéressant. Sur le marché, parce que je ne veux pas vous parler que de compléments alimentaires, mais sur le marché, on utilise la laitue de mer aujourd'hui beaucoup comme aliment. Donc on la retrouve, donc j'ai mis quelques marques bretonnes, bien évidemment. On retrouve de la laitue de mer en frais salés, saumurés. On va la retrouver déshydratée ou encore transformée dans d'autres produits alimentaires comme des algues par exemple, ou des tartares, etc.
Donc c'est les principales allégations nutritionnelles qu'on va retrouver, c'est source de fibres, riche en protéines, source d'iode, magnésium, fer et calcium. Et puis en vitamines, on va retrouver la vitamine B12, vitamine C et B9. Sur les microalgues, de manière très différente par rapport aux macroalgues, ce sont des organismes eucaryotes ou des cyanobactéries qui sont, elles, procaryotes et qu'on appelle les algues bleues. Ce sont les premiers organismes qui sont apparus sur Terre. Il y a un groupe très diversifié, réparti en 8 embranchements, distribués sur 2 règnes, les protistes et les végétaux. Ce sont aussi des organismes photosynthétiques, autotrophes et unicellulaires, et leur taille est de l'ordre du micromètre, d'où leur appellation des microalgues. Il y a plus de 200 000 espèces de microalgues sur Terre, et à titre d'information, 1% de la biomasse de ces organismes, enfin des organismes photosynthétiques sur la planète, produisent 45% de la production primaire. Donc c'est des réels pièges à carbone aussi, et qui permettent de produire de la biomasse derrière. En termes de marché sur les microalgues, ça représente 500 000 tonnes par an pour à peu près 1,25 milliard de dollars par an générés. Je vais prendre l'exemple de la spiruline qu'on connaît bien chez Tinctura. Donc, c'est une cyanobactérie qui contient des pigments, donc notamment chlorophylle A, phycocyanine et phycoérythrine, dont je vais vous reparler ensuite. C'est un organisme protiste, donc qui est un organisme vivant unicellulaire. Elle a la particularité de la spiruline, c'est qu'elle possède des caractéristiques bactériennes et des caractéristiques végétales, d'où quand même son appartenance aux familles des microalgues. Les caractéristiques bactériennes, c'est qu'il y a une absence de noyau et une paroi cellulaire à gram négatif. Et les caractéristiques végétales communes aux autres microalgues, c'est la présence de chlorophylle et d'autres pigments qui sont capables de photosynthèse. En statut réglementaire, ce n'est pas novel food, c'est une denrée alimentaire. Il y a 3 espèces autorisées qui sont Spirulina major, Maxima et Platensis. Les micronutriments d'intérêt pour la pratique sportive, notamment, on retrouve la phycocyanine. On a une teneur de 10 à 15%. Ça va dépendre de la façon, de la culture en fait de spiruline. Il y a des spirulines qui sont plus concentrées que d'autres en phycocyanine. On retrouve des vitamines hydrosolubles du groupe B, des vitamines liposolubles comme le bêta-carotène et qui est la provitamine A. Et la vitamine E, et puis en minéraux, c'est assez large aussi, du potassium, calcium, chrome, zinc, jusque effectivement un petit peu de fluor. Alors la spiruline aujourd'hui, elle est beaucoup connue en entière et utilisée dans la transformation de produits alimentaires. Je vous ai mis quelques produits qui peuvent être consommés effectivement chez les sportifs et qui en contiennent. La marque Meltonic, je ne sais pas si vous connaissez, mais ils font des produits pour sportifs à base de spiruline. Donc ils ont notamment un miel de spiruline, enfin un tonic gel à base de miel et de spiruline. Vous retrouvez des pestos verts qui contiennent effectivement de la spiruline fraîche, des Energy Balls et puis PAF, donc la marque pressée à froid, pour lequel on fournit notre phycocyanine, donc qui se retrouve donc dans des boissons fonctionnelles. On a quelques allégations de santé autorisées sur la spiruline, notamment à partir d'1,5 g par jour favorise la résistance de l'organisme. À partir de 0,6 g par jour aide au maintien de la masse musculaire et à partir de 2 g par jour aide à se protéger contre l'oxydation. Voilà. Donc en fonction du dosage, dans les produits alimentaires que vous formulerez demain, vous pourrez effectivement bénéficier de ce type d'allégation. Alors chez Tinctura, nous, on va aller chercher dans ces algues et microalgues les molécules vraiment, en fait, les cœurs de réacteurs vraiment de ces algues pour les isoler, les concentrer et les fournir sous forme de compléments alimentaires ou d'ingrédients fonctionnels. Alors, rapidement, pour pas vous perdre dans les procédés d'extraction, donc chez Tinctura, on utilise Spirulina platensis. On source notre spiruline fraîche qui est en fait récoltée, pressée et congelée sur site de production, qui est un site de production français et bio situé dans le sud de la France.
On opère ensuite un cassage cellulaire. C'est relativement simple de casser les cellules de la spiruline. Ça l'est beaucoup moins sur les macroalgues ou sur d'autres microalgues comme la chlorelle, par exemple. Donc on fait un cassage cellulaire avec des procédés purement mécaniques et à froid, avec de la congélation-décongélation, par exemple, qui permet de fragiliser les cellules et de les casser. Une fois que ces cellules sont cassées, on va faire une solution mère, donc avec de l'eau pharmacopée. L'eau pharmacopée, c'est simplement qu'elle est osmosée, stérilisée et qui nous permet de l'utiliser sans autres intrants. Donc cette solution mère, ensuite, on va faire une première opération de séparation solide-liquide. Et ensuite, on aura une deuxième opération, toujours mécanique, toujours sans traitement thermique et sans solvant. Ensuite, on a une opération de purification-clarification où on va effectivement ne sélectionner que la phycocyanine, notamment pour la spiruline. Et puis, au niveau de la séparation solide-liquide, on enlève tout ce qui est débris cellulaires qui peuvent être valorisés aussi dans l'agroalimentaire pour récupérer les protéines, les fibres, etc. On opère 2 filtrations successives, une à 0,45 microns, qui permet là encore d'enlever du résidu qu'on ne souhaiterait pas dans la clarification. Et on a une filtration stérilisante à 0,2 microns. Elle est stérilisante parce qu'elle va retenir tout ce qui est organismes bactériens, levures, virus, etc. Et ensuite, on fait le conditionnement primaire, donc en vrac dans soit des poches, soit des containers stériles, soit dans des ampoules, soit dans des flacons. Voilà. La seule contrainte qu'on a, nous, pour utiliser le côté aseptique, c'est d'utiliser soit des articles de conditionnement plastiques, mais qui ont été ionisés, donc qui ont été stérilisés, soit d'utiliser des articles de conditionnement en verre que nous, on peut stériliser, du coup, par la chaleur. Et ensuite, le conditionnement secondaire qu'on fait aussi chez nous, où on va mettre, par exemple, les ampoules sur chevalet, dans les étuis, en carton ou palette, pour expédier. L'extraction de la phycocyanine, donc la phycocyanine, c'est une phycobiliprotéine, donc c'est un pigment lié à une protéine, pour faire simple. Elle a plusieurs rôles, notamment antioxydante, donc elle va piéger les radicaux libres, elle va inhiber aussi la peroxydation lipidique microsomale. Alors je remercie Dr Schmidt d'avoir fait une introduction et je reviendrai pas sur le déroulé anti-inflammatoire, mais elle va permettre de réduire l'œdème et la libération d'histamine et elle a aussi une activité sur les prostaglandines pour limiter l'impact de l'inflammation sur les tissus inflammés, et elle va piéger les espèces réactives à l'oxygène et inhiber la fameuse COX dont on a parlé ce matin. Et en termes d'immunité, c'est ce que nous, on va mettre en avant chez Tinctura. Elle va permettre l'activation des lymphocytes T, les macrophages et les natural killers, et permettre une sécrétion de cytokines accrue. L'allégation qu'on a le droit d'utiliser, la seule autorisée, sur la phycocyanine, c'est le fait qu'elle soit un puissant stimulant immunitaire. Sur l'extraction de magnésium, donc le magnésium, donc minéral indispensable à plus de 300 réactions physiologiques, le métabolisme énergétique avec la synthèse protéique, le métabolisme des lipides, la glycolyse, la synthèse de l'ATP ou encore la libération d'énergie. Il va jouer aussi donc sur l'influx nerveux, stabilisation des membranes des fibres nerveuses, régulation de l'activité nerveuse, et sur la santé musculaire et osseuse avec la relaxation des fibres musculaires, le maintien voire l'accroissement de la densité osseuse. Le magnésium va contribuer au métabolisme énergétique normal et au fonctionnement normal des muscles et à la réduction de la fatigue. Ça encore, ce sont des allégations qu'on appelle des allégations génériques de santé, c'est-à-dire qu'elles sont dues à la présence d'un micronutriment à raison de 15% minimum des apports journaliers recommandés. Nous, derrière, chez Tinctura, on va effectivement formuler des compléments alimentaires, alors pas spécifiquement pour la nutrition sportive, mais ça en fait partie. On a vu que la phycocyanine et l'extrait d'ulve pouvaient être intéressants effectivement pour la pratique sportive. Pour vous donner quelques chiffres quand même sur la complémentation chez le sportif, les principales raisons en fait de la complémentation chez le sportif, ça va être fonction des pratiques sportives. En rose, vous avez les sports de force, en orange, les sports plutôt explosifs, et puis en vert, les sports d'endurance.
Comme on voit, tous sports confondus, ce que vont rechercher les sportifs en fait dans la prise de compléments alimentaires, ça va être de combattre la fatigue. Après, on va retrouver, combler les états de carence confirmés, notamment dans les sports d'endurance. Et au contraire, par exemple, pour les sports de force, on va les sportifs vont effectivement aller chercher du complément alimentaire plutôt pour développer plus de puissance. Chez Tinctura, la demande locale en fait est hyper-locale, donc Finistère. On a développé une gamme de compléments alimentaires et de boissons fonctionnelles qu'on distribue depuis la fin de l'année plutôt dans les pharmacies, où on met en avant des vitamines, des minéraux et des molécules actives qui vont être extraites des végétaux et des algues, donc les extraits qu'on produit chez nous. Nos valeurs, c'est la transparence, l'efficacité et le dosage physiologique. Donc, un complément alimentaire n'a pas de vertu curative. C'est vraiment un soutien de l'apport alimentaire quotidien. Et on reste sur des dosages physiologiques. Donc, on est autour de 15%, 30% des apports journaliers recommandés. On veut apporter du bien-être, un confort quotidien et éventuellement soutenir la performance. Voilà. Donc, on a développé la marque Si Simple. Vous voyez plusieurs types de produits à l'écran. Et on a décidé, de par cette marque, contrairement à d'autres clients pour lesquels on travaille en B2B, qui ont des formules un petit peu à rallonge, on a décidé, nous, de rester ultra simple. Un extrait végétal ou algue et un arôme quand c'est nécessaire. Et c'est tout. Et de vraiment être sur une fonction unique pour rendre la consommation aussi de compléments alimentaires relativement simple. Donc voilà un peu le panel des produits qu'on a. Donc essentiellement de l'extrait de spiruline, de l'extrait de fucus par exemple qui est titré en iode pour tout ce qui est prévention de la thyroïde, et puis voilà le magnésium d'ulve. J'ai aussi mis un autre produit qui sont les plasmas isotoniques. On a la capacité en fait en interne de pouvoir suivre le procédé René Quinton pour pouvoir faire des plasmas marins. Donc, on utilise deux types de plasma, de l'eau de mer pure qui nous conduit à l'obtention de plasma marin hypertonique, donc qui est concentré à 35 grammes par litre au niveau des sels minéraux. Et on fait là plutôt pour le sportif un plasma du coup isotonique qui contient que 9 grammes par litre de minéraux et qui est équivalent en fait à la concentration de notre plasma sanguin. Pour un sportif, c'est intéressant d'avoir de l'isotonique pour permettre une meilleure absorption. Si on donne juste après ou pendant la pratique sportive de l'hypertonique, le risque c'est que ça fasse une fuite d'eau dans l'intestin et que ça déclenche des diarrhées notamment. Donc c'est pas trop effectivement recommandé dans la pratique. Pour conclure, les perspectives, parce que on a parlé compléments alimentaires, mais on parle quand même un petit peu aliments aussi lors de cette journée. Pour le grand public, la nutrition sportive, elle est souvent réduite sous l'angle des macronutriments. On parle beaucoup glucides, protéines, lipides, et sur l'apport énergétique aussi, mais il y a une réelle importance des micronutriments et des moments où on les apporte. On a pu voir ça aussi ce matin. Il y a un travail d'épuration à faire dans la composition des produits alimentaires destinés aux sportifs, parce que souvent on remarque des produits ultra transformés, donc de pouvoir les limiter quand même au maximum. Il y a beaucoup d'innovations à faire dans le domaine des compléments alimentaires et des boissons fonctionnelles pour la préparation, la réhydratation, la récupération. Il faut savoir que tout ce qui va être minéraux et vitamines issus d'algues ou de végétaux vont posséder une meilleure biodisponibilité parce qu'ils ont déjà été digérés en fait par un organisme, contrairement aux formes minérales libres. Et puis, on espère plus de produits alimentaires qui peuvent être formulés aussi avec des extraits végétaux ou marins, utilisés comme enrichissement naturel aussi. Et je vous ai mis pour exemple deux petites photos rigolotes qu'on a fait avec un chef à l'occasion des fêtes. Et notamment sur la photo du bas, vous voyez un saumon fumé, qui est un poisson gras intéressant, qu'on a imprégné avec de la phycocyanine. Donc on a fait absorber à ce saumon fumé de la phycocyanine par système de vide, en fait. Et on a ce saumon dont la couleur est peu descriptible, rose-bleu. Voilà, et donc c'était un petit clin d'œil pour dire qu'il y avait pas mal d'innovations à faire dans ce domaine-là. Et je vous remercie pour votre attention. Merci
Merci Madame Buche pour votre présentation et on laisse place à vos questions. On pourrait passer à la slide suivante comme ça. Ok. Ouais, vous pouvez flasher le QR code. Oui, il y a une question derrière, Francis. Avec le spot, je vois pas bien. Vous avez besoin d'un micro? Non, c'est bon, je vais me rapprocher après. Bonjour, merci pour la super présentation. Moi, j'ai juste une petite question par rapport à la B12. Au tout début de votre présentation, vous parliez de B12 par rapport aux algues. Dans les lectures que j'ai faites, la B12 était produite par des bactéries du sol et je me demandais du coup comment on retrouvait de la B12 dans les algues. Alors, très bonne question, effectivement. Alors, il y en a, il s'avère que la B12 des algues n'est pas forcément hyper assimilable aussi. Nous, on a développé, donc effectivement, c'est totalement vrai. Il y en a, mais elle n'est pas forcément de bonne qualité, on va dire. Nous, on a développé notamment du coup un complément alimentaire qui revendique de la B12 végétale, mais on a été chercher des carottes fermentées, voilà, et pas de l'algue, du coup. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est par rapport au saumon fumé. C'était bon ou pas d'avoir mis Très bonne question. La bactérie. C'était la bactérie. Non, c'est pas de la bactérie qu'on a mis, c'est de la phycocyanine. Oui, la molécule. Pardon. Ah, oui, la molécule. Effectivement, on évite d'en se penser en bactéries, enfin, quand c'est pas nécessaire ou pas recherché. Mais oui, c'était bon. En fait, pour ceux qui savent pas quel goût a la phycocyanine, alors peut-être vous connaissez plus le goût de la spiruline, mais la phycocyanine, on retrouve des marqueurs quand même communs de la spiruline. Ça, plus c'est concentré, plus on se rapproche d'un goût champignon-œuf à peu près, donc pas forcément hyper agréable, un peu voilà. Marée, quoi. Mais dans le saumon fumé, ça se marie très très bien. Donc dans les produits de la mer, poissons, etc., ça se marie plutôt bien et ça vient apporter une petite touche. Donc c'est pas inintéressant. Je dirais pas que j'en consommerais tous les jours, mais oui, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Très bien, merci. On arrive à associer la phycocyanine à d'autres molécules ou d'autres aliments et c'est bien meilleur. On a juste un petit souci sur la phycocyanine, c'est que, vous l'avez compris, donc ça résiste peu au traitement thermique, parce qu'au-delà de 30-40 degrés, il n'y a plus rien. C'est dégradé. Et c'est aussi un petit peu pénible parce qu'on ne peut pas... ça résiste pas à des pH en dessous de 5,5. Donc c'est pareil, on évite d'associer ça dans des choses très acides. Mais tout plein de challenges en innovation. Et j'ai une question. Où est-ce qu'on peut retrouver et acheter vos produits? Alors, sur la marque, alors nos produits, vous pouvez les retrouver sur plein de marques de laboratoires pharmaceutiques parce qu'on travaille avant tout pour les labos pharma. Et sinon, sur la marque Si Simple aujourd'hui, alors il me semble qu'on a une pharmacie dans les Côtes-d'Armor. Sinon, on en a une quinzaine, voilà, sur la Bretagne et notamment Finistère. Et puis en ligne, on a un système de e-commerce, du coup, boutique en ligne. Voilà, merci. Merci beaucoup. Il y a encore une question. Ah, ok. C'est bien, je suis contente. Je pensais qu'après déjeuner, tout le monde serait en thermogénèse postprandiale. Bonjour, moi j'avais une question par rapport au choix de la ferme de spiruline. Pourquoi au sud, sachant que... et pas en Bretagne? Oui. La volonté, ça a été bien évidemment d'avoir un spirulinier breton au départ, mais on a un cahier des charges très très strict en fait dans la matière première. Il faut que la matière première ait une certaine teneur en phycocyanine et ça dépend voilà, des capacités et des milieux de culture. Il fallait que notre spiruline soit bio. Il y en a encore voilà, très peu en France. Il fallait que notre spiruline soit conditionnée, parce qu'on fait des opérations de congélation, décongélation. Il fallait que ça puisse être conditionné dans des pains d'une certaine épaisseur et d'une certaine longueur, et avoir la capacité de congeler sur place. Qu'en fait, tout ce cahier des charges-là fait que, en Bretagne, on n'a pas trouvé effectivement quelqu'un qui puisse nous répondre, et on a été chercher effectivement notre spiruline dans le sud de la France pour toutes ces raisons-là.
Espérons que ça soit bientôt. Mais montez votre ferme de spiruline avec nous et on en reparle. Merci. Merci. Merci.